Les grands entretiens de Storia Voce. Une émission de la rédaction de Storia Voce. On retrouve Marie-Gwen Carichon. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur Storia Voce pour une nouvelle émission de nos grands entretiens. En 1485, la couronne du souverain d'Angleterre Richard III est retrouvée dans la plaine boueuse d'un champ de bataille, sinistre symbole de la chute d'un roi. Les armées du dernier monarque de la maison d'York sont écrasées par celles d'Henri, comte de Richmond. Bosworth, c'est la fin d'une guerre civile et l'ère d'une nouvelle dynastie. Richard III meurt, laissant le trône d'Angleterre à son rival, Henri VII, Henri Tudor. Le conflit dynastique s'est conclu dans le sang, après 30 ans de rivalité entre les deux maisons, entre deux Angleterres. Mais d'où viennent les Tudors ? Certains voient dans cet événement la fin du Moyen-Âge anglais et le début de la modernité. Quel crédit accorder alors à cette conception du passé ? Comment expliquer la postérité des Tudors, notamment grâce aux films et aux œuvres littéraires, à tous ces arts qui ont créé la légende et qui nous incitent aujourd'hui à démêler le vrai du faux. Nous recevons Bernard Cotterêts, spécialiste de l'histoire de l'Angleterre, qui vient de publier un livre sur cette dynastie, les Tudors, aux éditions Perrin. Bonjour Bernard Cotterêts. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Avant de commencer à parler précisément des Tudors, j'aimerais qu'on évoque cet événement, donc la guerre des Deux Roses, qui précède justement le changement de régime. Comment elle éclose cette guerre civile ? Alors, l'Angleterre connaît une redoutable période d'instabilité politique et militaire à la fin du XVe siècle. Au moment précisément où elle perd du terrain en France, face évidemment à Jeanne d'Arc, dans notre héroïne nationale bien connue. Et donc, dans ce contexte de crise militaire, deux dynasties se font face. La dynastie d'York, du nom de la ville d'York, que l'on connaît au nord de l'Angleterre, et la dynastie des Lancastres. Et évidemment, c'est un conflit, qui n'a pas de fin, puisque on peut en permanence jouer un personnage contre un autre, et donc la noblesse du pays est divisée dans ses allégeances, et le pays tout entier d'ailleurs. Et donc le grand défi pour la dynastie qui arrive, la dynastie des Tudors, qui elle-même est rattachée d'une certaine façon au Lancastre, sans être lancastrienne en tant que telle, eh bien, cette dynastie qui peut se réclamer malgré tout des Lancastres, elle doit effectivement asseoir sa légitimité, et elle va l'asseoir de deux façons. Il va y avoir un petit argument dynastique en essayant de démontrer que le roi qui arrive sur le trône, effectivement, ses ancêtres, dans le fond, le conduisent tout naturellement à assumer ses responsabilités, mais c'est surtout une victoire militaire, et donc il y a une identification très pragmatique, très anglaise si l'on veut, entre effectivement une victoire et une légitimité. C'est la victoire véritablement qui crée la légitimité, comme si la victoire était providentielle, c'est-à-dire comme si la victoire était voulue par Dieu. Alors le nom de cette guerre civile est très romantique, je trouve, la guerre des Deux Roses, mais d'où vient ce nom ? Alors, c'est une appellation romantique, comme vous le dites, pour une raison très simple, c'est que c'est un grand auteur romantique, l'un des plus grands auteurs romantiques, qui est à l'origine de cette appellation, à savoir l'Écossais Walter Scott. Vous savez que l'Écossais Walter Scott, qui donne au Moyen-Âge tout son lustre sur le plan littéraire au début du 19e siècle, effectivement, se passionne pour ces querelles du XVe siècle et les met en exergue et va utiliser l'expression très imagée qui est restée de guerre de Deux Roses pour parler de ce conflit entre la maison d'York et la maison de Lancastre, sachant que chacune de ces maisons a effectivement une rose et qu'elle se définit par cette rose. Donc la maison d'York a une rose blanche, la maison de Lancastre a une rose rouge, et les Tudors vont avoir une rose bicolore qui incorporera le rouge et le blanc. Pour montrer justement que leur légitimité se fonde
sur les deux dynasties, qui sont les héritiers des deux. Et donc, il y a la rose Tudor, c'était très habilement fait, évidemment. Quand vous allez dans un endroit et que vous voyez une rose bicolore, rouge et blanche, eh bien, vous êtes face à la rose des Tudors, et ils vont savoir utiliser, évidemment, toute l'emblématique du pouvoir en permanence, jusqu'à la reine Élisabeth Ier, évidemment, pas Élisabeth, pas l'actuelle souveraine, jusqu'à la reine Élisabeth Ier, à la fin du XVIe et au début du XVIIe siècle, puisqu'elle meurt en 1603. Et là, on a véritablement une dynastie extraordinaire qui va durer, dans le fond, assez peu de temps, entre 1485 et 1603, mais qui a véritablement façonné le pays. Et je crois que c'est encore à l'heure actuelle la dynastie que les Anglais portent le plus dans leur cœur. Alors, avant que les Tudors arrivent sur le trône, qui est-ce qui gouverne l'Angleterre et depuis quand cette dynastie est à la tête du pays? Alors, il succède à ce moment-là, sur le champ de bataille, à un roi d'York, qui est Richard III. Richard III, dont on va donner évidemment une image calamiteuse, malheur aux vaincus, c'est bien connu. Et donc Richard III, que l'on présente comme un roi difforme, ce qui est en partie vrai. Il n'était pas très beau, si je peux me permettre de le dire. Il avait en particulier une très impressionnante scoliose. Et vous savez qu'on a récemment retrouvé ce corps de Richard III en construisant un parking, ce qui apparemment manque totalement de poésie, mais effectivement on a retrouvé le corps d'un personnage qui avait une scoliose absolument impressionnante, et donc on est passé évidemment de l'idée de difformité physique à l'idée de difformité morale. Et qui est-ce qui a été l'artisan de cette image très négative de Richard III? Eh bien, c'est un des plus grands personnages qui comptait l'Angleterre des 15e, 16e siècles, à savoir Thomas More. Thomas More, l'auteur de l'Utopie, l'extraordinaire roman que nous connaissons tous. Eh bien, Thomas More, donc l'auteur de l'Utopie, a écrit aussi, ce que l'on sait moins, une vie de Richard III. Et dans cette vie de Richard III, on a tous les poncifs négatifs sur Richard III et, il faut bien le dire, par voie de conséquence, sur la dynastie d'York. Donc, la dynastie qui arrive, celle des Tudors, va noircir, tant qu'elle le pourra, la dynastie qui a été vaincue, c'est-à-dire la dynastie d'York. Et cet événement où justement donc Henri VII prend le pouvoir est vu un peu comme le triomphe de la justice sur la tyrannie. C'est exclusivement lié à Thomas More, ou est-ce que dès le début il y a la volonté de diaboliser Richard III? C'est dès le départ. Thomas More n'a été là que s'est contenté de retranscrire évidemment la propagande des Tudors, et il le fait avec un génie qui lui est propre. Mais celui qui véritablement a imposé cette image négative, ce n'est pas tant Thomas More qui a écrit un premier ouvrage, mais c'est surtout Shakespeare dans sa pièce qui s'appelle Richard III, qui d'ailleurs est une excellente pièce de théâtre, je m'empresse de le dire, qu'on voit vraiment avec plaisir, mais elle est tout sauf objective. Et effectivement, le roi Richard III est peint comme une espèce de monstre et de tyran, ce qui laisse entendre que le roi qui le remplace, lui, va au contraire être un roi non seulement légitime, mais qui sera le contraire d'un tyran. Bon, du moins peut-on le souhaiter. Alors, les Tudors considèrent donc leur victoire militaire un peu comme une parole de la Providence, mais vous dites dans votre ouvrage que c'est avant tout le règne d'une conquête, et que le but des Tudors, c'est vraiment de conquérir le pouvoir. Donc il y a cette notion de conquête et en même temps de légitimité divine qui s'emboîte. Oui, c'est extraordinairement intéressant, et ça montre encore, votre remarque, merci, elle est très 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 juste, et ça montre encore une fois quelque chose de très spécifique dans l'histoire anglaise, ce mélange dans le fond de pragmatisme et puis de légitimité. Et il est évident que c'est un grand problème d'ailleurs soulevé en permanence par Shakespeare. Je crois que si on veut comprendre l'Angleterre des 15e, 16e siècles, c'est très simple, il suffit de lire les pièces de Shakespeare, et encore mieux d'aller les voir, et elles se prêtent tout à fait au film en particulier. Il y a d'extraordinaires réalisations filmiques à propos de cette époque, et en particulier qui sont liées effectivement à l'extraordinaire qualité théâtrale des pièces de William Shakespeare. Mais on a aussi un autre phénomène derrière tout ça, cette espèce d'appropriation par la mémoire collective, effectivement, de cette image
heureuse des Tudors, à l'opposé effectivement de l'image malheureuse des dynasties qui ont suivi, qui ont précédé. Évidemment, on pense à la maison d'York, et puis on pense aussi à la dynastie qui a suivi, c'est-à-dire la dynastie des Stuarts. La dynastie des Stuarts, vous le savez, qui est évidemment marquée par une guerre civile terrible dans les années 1640, Cromwell qui arrive au pouvoir, le roi Charles Ier qui est condamné à mort. Donc on a l'impression que il y a une espèce de parenthèse heureuse qui correspond aux Tudors entre 1485 et 1603, par opposition à cette guerre des deux roses qui a précédé, et puis évidemment à cette période très très trouble qui a été le XVIIe siècle. Quels sont les antécédents royaux des Tudors ? Alors, les Tudors, dans le fond, c'est une famille qui n'était pas destinée à régner. Les Tudors sont de très habiles manipulateurs. En tout cas, Henri VII, c'est évident. Les Tudors, c'est une famille galloise. Et vous savez que les Gallois, qui sont, je dis ça parce que ça peut intéresser beaucoup de nos auditeurs, les Gallois sont des Bretons d'une certaine façon. Je sais pas si vous le savez, mais les Gallois, ce sont des Bretons. J'avais été interviewé par un journaliste breton qui était très heureux que je lui dise. Mais effectivement. Je suis d'accord également. Vous êtes bretonne aussi. Ah ben vous voyez, bon, j'aurais dû m'en douter. Bon, mais c'est vrai que il y a une carte bretonne très intéressante parce que les Bretons, enfin les Celtes plus globalement, avaient été les grands exclus de l'histoire anglaise. Vous savez bien que cette histoire anglaise, qu'est-ce qu'on voit au Moyen Âge? On voit la victoire des Normands sur les Saxons, et les Saxons qui sont ces Germains qui étaient arrivés en Angleterre. Et ce que l'on oublie de dire, c'est que les Saxons eux-mêmes avaient pris la place de qui? Des Bretons. Et donc les Bretons qui avaient été non pas chassés, mais beaucoup d'entre eux avaient fui, étaient arrivés en Armorique dans notre Bretagne actuelle. C'est pour ça qu'on dit la Bretagne ou la Grande-Bretagne, et effectivement venaient de ce pays-là. Et donc on a l'impression d'une victoire dans le fond de l'élément celtique avec les Tudors. Et ça n'est pas faux physiquement. Enfin, quand vous prenez Henri VIII, par exemple, qui est celui que nous avons tous présent à l'esprit, eh bien, il a un type gallois assez prononcé, en particulier ses cheveux roux, son teint clair. Enfin, ce sont effectivement les Celtes qui arrivent au pouvoir avec Henri VII. Et alors, comment a été considérée cette arrivée au pouvoir par les Anglais et par les Anglais, pas l'élite, j'entends, mais le peuple dans sa globalité? Alors, en réalité, contrairement à ce que l'on dit parfois, la maison d'York, et en particulier Richard III, qui ont été vraiment présentés par les historiens souvent comme les vilains petits canards, ont joui d'une image assez favorable au départ. Et donc, il ne faut pas imaginer que le succès extraordinaire des Tudors aurait pu se passer de propagande. Il y a vraiment une œuvre de propagande d'autant plus intense que la maison d'York n'était pas impopulaire. Bon. Et donc, on va reconstruire évidemment une image de cette monarchie heureuse sous les Tudors. Et je vais le dire, on va le faire deux fois. On va le faire une première fois au moment de leur ascendant, au XVIe siècle. Et puis, on va le refaire au XVIIe siècle et au XVIIIe siècle, voire d'ailleurs peut-être au XXe et au XXIe siècle, mais cette fois-ci sur le mode de la nostalgie. C'est-à-dire que l'époque heureuse dans l'histoire anglaise, ce sont les Tudors. Et ce que vous avez dans toutes les séries télévisuelles et autres sur les Tudors, pourquoi est-ce que cette période a un tel succès? Parce qu'effectivement, c'est une espèce d'âge d'or pour les Anglais. Et les Anglais et les Américains qui se sont associés aux Anglais. Quand donc Henri VII va arriver sur le trône, lui, concrètement, il a été élevé pour quoi? Il vient d'une famille qui lui a donné quelle éducation? Alors, il vient c'est vrai que l'histoire d'Henri VII est extraordinaire, et peu d'auteurs ont insisté, comme je l'ai fait, sur cette histoire, parce que, dans le fond, c'est une histoire un peu imprévisible. Parce que qu'est-ce qu'Henri VII? C'est le futur Henri VII, donc le comte de Richmond, Henry, comte de Richmond, c'est un petit nobliau gallois, dans le fond. Je veux dire, il n'appartient pas aux grandes dynasties régnantes, mais son ancêtre, l'un de ses ancêtres, son grand-père exactement, son grand-père Tudor, a épousé une ancienne, la reine, l'ancienne femme du roi Henri V. Et donc, si vous voulez, c'est de façon, comment dire, très dérivée
que les Tudors ont pu utiliser cette succession-là, parce que même ne sont pas directement de sang royal. Mais effectivement, l'un de leurs ancêtres ayant épousé la reine veuve, la veuve d'Henri V, eh bien, on a considéré qu'ils avaient la légitimité royale. Alors c'est un petit peu une légitimité par accro, si vous voyez ce que je veux dire. Une légitimité, en fait, qui se transmet par les femmes. Là encore, on trouve un peu le modèle anglais. Oui, tout à fait. Oui. Qui pourrait peut-être pas arriver en France. Oui, et puis si vous voulez, même en Angleterre, c'est un peu un cas limite. Je crois que véritablement, Henri VII a gagné la bataille, et c'est pour ça qu'il est devenu Henri VII. Tous les autres arguments en termes de légitimité, de sang et tout ce que vous voulez, ça ne tient pas. On a l'impression qu'Henri VII, il s'installe sur le trône sans encombre, mais je suppose qu'il y avait quand même encore des membres de l'ancienne élite qui voulaient replacer un York sur le trône. Alors, il y a une caractéristique extraordinaire de cette période. Je parle les règnes des Tudors, les premiers, surtout les premiers. Après, ça s'amenuise un petit peu. C'est le sentiment, je veux dire, que toute légitimité, dans le fond, est contestable, peut être contestée, et qu'il y a une espèce de fluidité, j'allais dire, des conditions, ce qui fait que qu'est-ce qui sépare un roi, dans le fond, d'un manant? Pas grand-chose. Et c'est aussi une dimension que vous avez dans le théâtre de Shakespeare. Il reprend cette idée. Les rois et les reines sont des hommes comme nous, comme les autres. Il y insiste plusieurs fois dans son théâtre. Et dans le fond, il y a des forces obscures qui sont à l'œuvre, dont on peut penser qu'elles sont providentielles. Ça, c'est l'hypothèse la plus favorable, mais dont on peut aussi croire qu'elles sont totalement machiavéliques. C'est aussi la grande époque, je parle du XVIe siècle, de Machiavel. Et donc, si vous voulez, il y a quand même cette idée que qu'est-ce qui crée la légitimité, dans le fond, c'est parce que vous êtes au pouvoir que vous êtes légitime. Voilà. La véritable raison de la légitimité, c'est le fait d'avoir le pouvoir. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnalités de la cour qui auraient voulu que Henri VII cède le trône à une autre dynastie? Alors, il y a évidemment dans les milieux aristocratiques, il y a quelques ambitions évidemment qui sont écartées, mais c'est pas tellement là que ça se joue. Il y a eu surtout des grands imposteurs. Il y a eu deux grands imposteurs que moi j'aime beaucoup les imposteurs personnellement. Enfin, vous voyez ce que je veux dire par là. Mais je veux dire que parce que dans le fond, ils nous renseignent effectivement sur les ressorts de la légitimité. Qu'est-ce qui fait la légitimité? Qu'est-ce qui fait l'imposture? Et dans le fond, pas grand-chose. Et en particulier, il y a deux grands imposteurs au début du règne d'Henri VII. Enfin, début assez longtemps, pendant une dizaine ou une quinzaine d'années, qui vont essayer de revenir, de chasser Henri VII, de se mettre à la place d'Henri VII. Alors, il y a un Anglais qui est pas très très dangereux, celui-là, et on va être assez clément avec lui, on va en transformer en gars de sauce. Il va être puni en étant versé pour toute sa vie, le restant de ses jours, dans les cuisines royales. Bon, ce qui est pas très très grave. C'est une fin honnête. C'est une fin honnête, voilà. Et puis il y en a un deuxième, là où ça va être beaucoup plus dur, qui lui vient de l'actuelle Belgique, l'actuelle Wallonie, qui vient de Tournai, un certain Verbeek, et ce Verbeek, lui, véritablement est convaincu, enfin, arrive à convaincre un nombre impressionnant de gens, en particulier en Bourgogne, et puis aussi en Irlande, qu'il est le véritable successeur sur le trône, le successeur légitime de Richard III. Et là, si vous voulez, c'est extrêmement difficile parce qu'il va véritablement avoir des partisans. Et ce qui est important, d'ailleurs, je suis allé à Tournai parce que je voulais voir d'où venait ce personnage. Je me suis dit, comment est-ce que ce personnage, on dirait pas un Belge à l'heure actuelle, enfin, ce petit Wallon du XVIe siècle a pu prétendre, XVe siècle, XVIe siècle, la lisière des deux, a pu prétendre qu'il était roi d'Angleterre. C'est vraiment une énigme. Alors, je suis allé là-bas, je me suis dit, tiens, c'est quand même fou, et j'ai véritablement convaincu qu'il y avait là un phénomène très intéressant pour comprendre les mentalités du XVIe siècle, c'est-à-dire qu'effectivement, on a le sentiment d'une fluidité, encore une fois, totale des conditions, et que ce qui sépare, dans le fond, le roi du plus humble de ses manants, c'est que l'un a réussi et l'autre ne réussira jamais. Et je crois qu'il faut pas... Il y a quand même un pragmatisme foncier des Anglais qu'il faut remarquer ici.
Est-ce que les Tudors, ils ont une autre vision du pouvoir et une autre manière de l'appliquer que ceux qui les ont précédés, que les York? Alors, la conception du pouvoir dans le fond est la même. Ce qui est très frappant, en dépit de tout ce que je viens de vous dire, et je dirais que d'une certaine façon, c'est le complément de ce que je viens de vous dire, c'est qu'ils sont très attachés en même temps au droit. Donc, ils savent combien les questions de légitimité peuvent être approximatives, combien eux-mêmes, évidemment, s'ils n'avaient pas gagné la bataille, eh bien, ils seraient pas là où ils se trouvent. Et en même temps, ils sont très respectueux du droit. C'est pas une tradition anglaise, vous savez. Et donc, c'est pas une tyrannie absolue. C'est un exercice, comment dire, extrêmement autoritaire du pouvoir, mais qui n'est pas tyrannique et qui n'est pas despotique. En ce sens qu'à chaque fois, le droit est respecté. Et le droit, en Angleterre, évidemment, l'un des les aspects les plus fondamentaux du droit sur le plan politique, c'est l'existence du Parlement. Et donc, on voit ces personnages qui, à la limite, pourraient passer pour des usurpateurs, dans le fond, ne pas se comporter en usurpateur face au Parlement. Et respecter au contraire le Parlement et faire appel à lui. Et ce respect du droit va permettre une permanence en fait de la vie politique et les relations entre le roi et les parlementaires. Et d'ailleurs, cette idée de permanence qui, vous dites, est très présente chez les Anglais et qui les oppose aux Français qui ne cessent d'insister sur leur rupture et les changements très frontaux que eux mettent en place. Donc, par rapport à la dynastie qui les a précédés, les Tudors, ils cherchent vraiment à s'inscrire dans la continuité. Oui, et ça, c'est un trait distinctif, je dirais, de l'histoire anglaise, pas uniquement des Tudors, mais jusqu'à nos jours. Et c'est une chose d'ailleurs qui rend l'Angleterre si profondément attachante. C'est cette façon qu'elle a, quels que soient les soubresauts de la politique, de la vie publique et succès des armes, c'est une façon toujours d'insister avant tout sur les phénomènes de continuité. Et c'est ce que l'on a, y compris à l'heure actuelle, avec une vie politique dont on a pu voir combien elle était dure. Je veux dire que le Parlement, ce qui s'est passé au Parlement à propos du Brexit, c'est absolument ahurissant. Je veux dire, bon. Et en même temps, on respecte quand même le droit. En même temps, il y a une volonté, effectivement, d'éviter les débordements. Et on sait comment ne pas aller trop loin. Et alors, certains historiens, d'ailleurs plus que pas seulement les historiens, considèrent que cet avènement des Tudors, il est contemporain du début de l'ère de la modernité en Angleterre. Pourquoi est-ce qu'on attribue aux Tudors l'apport de cette modernité, la fin du Moyen-Âge? Alors bon, la formule fin du Moyen-Âge, début de la modernité, tout ça, c'est toujours très relatif. C'est toujours très relatif, parce que ce sont les mêmes qui sont à la fin du Moyen-Âge et au début de la modernité. Bon, et eux-mêmes ne se disaient pas, tiens, nous entrons à la Renaissance, c'est évident. Bon, mais ce qui est important pour les contemporains, c'est quand même ce sentiment qu'ils vivent quelque chose d'essentiel, parce que c'est l'apport de la stabilité. Bon. L'autre vertu d'Henri VII, dont je n'ai pas parlé nous n'avons pas parlé tous les deux jusqu'à présent, mais qui est absolument essentielle, c'est effectivement, c'est un homme d'argent. C'est un homme d'argent, donc il a compris que pour diriger un pays, il faut s'assurer de son économie. Et ça va très très loin. Alors, sa conception de l'économie, elle est quand même très monétaire et financière avant tout. D'ailleurs, c'est l'image qui restait du roi. C'est le roi grippe-sous. Mais derrière cette idée de roi grippe-sous, qui est un peu facile quand même, il faut bien voir qu'il y a cette espèce de volonté, effectivement, d'avoir une gestion efficace, parcimonieuse, intelligente de toutes les ressources publiques. Et donc, il y a là, effectivement, une invention un peu de la modernité, c'est-à-dire que la fonction de l'État, c'est effectivement de contrôler la monnaie, de contrôler les flux financiers. Et là, il y a une grande modernité, je trouve, des Tudors. Est-ce qu'on peut dire que le règne d'Henri VII, avant de passer au règne des autres Tudors, était un règne prospère? C'est un règne d'une grande prospérité. Et vous savez, la prospérité, la première chose qu'il faut pour avoir un pays prospère, c'est ne pas avoir de désordre. C'est pas de gilets jaunes. Après Henri VII, donc Henri VIII, qu'on connaît
beaucoup plus, et puis on le connaît aussi parce que il était par ses excès, par ses excès, parce qu'il était conseillé par Thomas More. Comment il arrive sur le trône, Henri VIII? Alors Henri VIII, il arrive sur le trône très très facilement, contrairement à son père qui a dû se battre pour devenir roi. Lui, évidemment, il a succédé, mais il n'a pas succédé à son père directement. Il avait un frère. Il y avait un frère au milieu, donc il y avait le prince Arthur, beau nom celtique aussi, Arthur, le prince Arthur qui théoriquement aurait dû devenir roi. Vous voyez le mythe arthurien qui est derrière. Là, on est vraiment dans le grand mythe breton, effectivement. Et le prince Arthur, malheureusement, meurt avant d'accéder à la couronne, et donc Henri, on se tourne vers Henri, c'est toi maintenant qui va devenir roi puisque ton frère n'est plus. Et donc Henri le prend assez bien. La seule chose qui l'inquiétait, c'est que Henri, qui avait de très grandes qualités, en particulier physiques, qui était un garçon un peu comme le prince Harry, vous savez, récemment, un garçon beau, sportif. Bon, et en même temps, il aimait pas beaucoup travailler. Et alors, ce qui lui fait peur dans ce métier de roi, c'est qu'évidemment, il faudra travailler beaucoup. Et son père travaillait énormément, Henri VII, et lui, dans le fond, c'est vraiment un homme des loisirs. Ce qu'il aime, c'est aller avec ses copains, faire du cheval, se battre, guerroyer, faire de la musique. Il est très musicien, il est très artiste, discuter de philosophie avec ceux qui l'entourent, comme Thomas More. Donc c'est un joyeux luron, ce brave Henri VIII, quand il arrive au pouvoir. On a perdu de vue cette image, parce qu'on a l'image tardive du roi aigri qui a eu des problèmes avec ses épouses. Je sais pas si on en parlera, mais enfin bon, tout le monde sait, sans connaître nécessairement le détail. Et donc effectivement, on a une vision très décalée du roi Henri VIII, parce que c'est le roi de la fin qu'on connaît. Mais le roi des débuts, c'est le jeune premier. Il est beau, il est drôle, il danse bien, vous voyez. Il fait du cheval admirablement. Il est très, très sympathique. Et puis, il va le devenir un petit peu moins. Il est un petit peu moins avec les années, il s'aigrit un peu, oui. Et il va provoquer ce que vous appelez de façon assez amusante le premier Brexit dans votre ouvrage. Il va se couper avec la chrétienté en devenant schismatique, et entraînant avec lui d'ailleurs toute l'Angleterre. Oui, il faut merci de souligner que j'ai utilisé cette expression. C'est pas uniquement un jeu d'esprit de ma part. C'est pas parce qu'au moment où j'écrivais le livre, a commencé à se produire le Brexit. Je sais pas combien de temps ça va durer, mais je crois quand même qu'on en voit le bout maintenant. Non, il y a une raison beaucoup plus fondamentale. C'est que j'essaie évidemment dans mon œuvre d'historien en permanence de retrouver des espèces de constantes dans l'histoire. Or là, je trouve qu'il y en a une. C'est-à-dire cette Angleterre qui est très européenne, et ça j'y tiens, qui est tout à fait au XVIe siècle aussi à l'unition des autres pays, qui entretient des liens avec l'Espagne, avec la France, avec les pays de langue allemande, avec les Flandres. Cette Angleterre-là, en même temps, elle est évidemment en permanence amenée à affirmer sa spécificité. Et donc, c'est toujours un pas en avant, un pas en arrière dans l'histoire anglaise. Et si vous voulez, ce qui se produit au XVIe siècle et fin XVe, début XVIe siècle, qu'on n'a pas suffisamment remarqué, c'est que l'Angleterre se retire du continent. Elle se retire du continent d'abord parce que les Anglais ont été, tant mieux pour nous, vaincus lors de la guerre de 100 ans. Donc effectivement, les prétentions anglaises sur la France, elles existent encore. Hein. On va les retrouver périodiquement avec Henri VIII, dans une certaine mesure aussi avec Élisabeth. Enfin, cette prétention anglaise sur la France, elle passe vraiment au second plan. Et donc l'Angleterre, au XVIe siècle, elle va opérer une espèce de changement total de cap, et au lieu de regarder du côté de l'Est, comme elle le faisait, elle va regarder du côté de l'Ouest. C'est-à-dire c'est le moment où l'Angleterre bascule vers l'Atlantique. Et cette bascule vers l'Atlantique, ben, ça aboutit évidemment, vous le savez, à un conflit avec l'Espagne, en particulier sous Élisabeth, et puis ça aboutit évidemment aussi à la conquête de l'Irlande, et puis à la conquête de l'Amérique. Donc, le moment où l'Angleterre se détourne d'une certaine façon du continent pour aller vers le grand large, eh bien, c'est le XVIe siècle. Et ça, c'est ce que j'appelle un Brexit.
Et c'est les Tudors qui vont accompagner qui accompagnent ce mouvement. Ce changement de perspective. Qui est très important, très très important. Et donc ça montre bien que ce que les Anglais connaissent à l'heure actuelle, c'est-à-dire on se détourne de l'Europe et on regarde vers le grand large. Le grand large, maintenant, vous savez ce qu'on pense. On pense à l'Amérique. Et au XVIe siècle aussi, ça aboutit à la conquête de l'Amérique. Alors, bon, je ne veux pas dire l'Australie est au bout du processus, mais effectivement, au XVIe siècle, on ne pense pas à l'Australie. Mais c'est évidemment vers l'Ouest que l'on va orienter tous ces efforts. Et c'est ce qui se passe aussi avec le Brexit. Le Brexit, c'est aussi se détourner en partie de l'Europe, pas totalement d'ailleurs. Les Britanniques n'ont pas cessé de se sentir une puissance continentale, mais fondamentalement, ils vont garder quand même du côté du grand large et du côté de l'Amérique, voire aussi à l'heure actuelle du côté de l'Afrique. Alors on a des Tudors, vous éclairez un peu notre perception de cette dynastie, mais c'est vrai que quand on pense Henri VIII et quand on pense ensuite à Marie, alors il y a plusieurs expressions, mais vous l'appelez la reine maudite, mais elle est aussi la reine sanglante. Les Anglais, dès l'arrivée au trône d'Henri VIII, ils ont une perception négative des Tudors. Est-ce que c'est un règne où règne la violence, la tyrannie, ou est-ce que c'est seulement notre interprétation du XXe siècle qui fait de cette période un épisode tragique? Alors, il y a plusieurs épisodes tragiques, mais il y en a un qui est particulièrement marqué dans la mémoire anglaise, c'est le règne effectivement de Marie Tudor, que moi je n'ai pas appelé Marie la sanglante. C'est une appellation que j'ai reprise, mais que je n'accrédite pas. C'est ce que l'on a dit très rapidement. C'est ce qu'ont dit ses adversaires. Voilà. En fait, vous l'appelez la reine maudite. La reine maudite parce qu'elle a été maudite par les historiens. C'est pas parce qu'elle-même méritait d'être maudite davantage qu'une autre. Mais effectivement, les historiens ne l'aiment pas du tout, sauf quelques exceptions maintenant, parce que les images s'inversent très souvent, mais c'est cette reine, effectivement, qui est la fille de Catherine d'Aragon. Catherine d'Aragon, évidemment, c'est l'épouse dont Henri VIII ne veut plus, donc ça se passe pas très bien avec Catherine d'Aragon. Je peux entrer dans le détail ici, mais enfin, vous imaginez facilement. Et donc, elle est la fille de cette reine que le roi a rejetée. Donc elle est la fille d'une mère rejetée. Bon, c'est quand même dur à assumer, même au XVIe siècle, je veux dire surtout au XVIe siècle, on n'était pas très tendre avec les enfants issus de ce genre d'union. Et donc, on la rend d'une certaine façon bâtarde. Ce qui veut dire qu'en tant que bâtarde, par rapport à sa sœur qui est la future reine Élisabeth, en tant que bâtarde, elle n'a plus le droit de succéder au trône. Bon. Donc, si vous voulez, il y a vraiment tout jouait contre la reine Marie, et la reine Marie, effectivement, a été maudite 2 fois. Elle a été maudite une première fois par son père, et elle a été maudite une deuxième fois par les historiens. Bon. Elle a ajouté, évidemment, à cela quelque chose qu'on ne lui pardonne pas, c'est qu'elle a effectivement été extrêmement sanglante dans son traitement des protestants, on peut employer l'expression avec des guillemets, mais disons du personnel réformateur du XVIe siècle. Et effectivement, elle a allumé, ou fait allumer, pas allumé elle-même, un certain nombre de bûchers, et elle a condamné à mort, ou fait condamner à mort, en particulier, toute l'intelligentsia réformatrice du XVIe siècle. Voilà. Et avec beaucoup de ces réformateurs qui sont partis sur le continent à ce moment-là. Parce que le règne de Tudor, en fait, c'est un moment de grande tension entre les nouveaux, les protestants et les catholiques, qui sont probablement peut-être d'ailleurs plus attachés à la dynastie d'York. Alors, il y a une autre question. Alors, on a parlé du Brexit tout à l'heure. Bon. Donc, l'Angleterre se détourne effectivement de la chrétienté occidentale. Disons les choses comme ça. Bon. Elle rompt avec Rome. Bon. Cette Angleterre qui rompt avec Rome, dans la population anglaise, vous avez un certain nombre de catholiques sincères, de catholiques de cœur, qui vont rester catholiques. Mais ils vont rester catholiques en étant écartelés dans leurs convictions, parce que ils aiment profondément le roi, la reine. Le roi au début sous Henri VIII, la reine sous Élisabeth à la fin de la période. Et qu'en même temps, ils doivent d'une certaine façon le respect au pape.
Et donc, les catholiques anglais vont se trouver dans une situation impossible, ingérable, pris entre deux allégeances croisées, l'allégeance au roi, à la reine, et l'allégeance au pape. Donc, ça va être très très dur à vivre. Beaucoup d'entre eux vont y parvenir, dans le fond, de façon très sincère, je crois. Et donc, il y a des pages les plus intéressantes, à mon avis, à écrire sur ce catholicisme anglais à la période du XVIe siècle, voire au-delà. C'est très intéressant de voir comment c'est quelque chose, dans le fond, qui peut se reproduire dans d'autres phases de l'histoire. Par exemple, quand avec les Juifs, on leur a reproché parfois leur double allégeance, vous le savez bien, entre Israël et puis leur patrie française, par exemple. Bon, ça c'est quelque chose qui revient périodiquement. C'est mon avis, mais Richard Marion Strass, qui avait écrit un très beau livre qui s'appelait Être un peuple en diaspora, dans lequel il avait parlé de cette espèce de reproche qu'on pouvait toujours faire aux Juifs. Quand je dis qu'on pouvait, c'est pas légitime, c'est qu'on risquait de faire aux Juifs en leur disant: est-ce que vous êtes des citoyens d'Israël, ou bien est-ce que vous êtes des citoyens français? C'est le reproche qu'on a refait à Finkielkraut récemment. Je trouvais ça absolument honteux d'ailleurs, mais c'est quelque chose qui peut se reproduire comme situation historique. Quelles sont les grandes idées communes des Tudors dans leur manière de diriger le pays? Est-ce qu'on retrouve des grandes caractéristiques? Alors, la première de ces caractéristiques, c'est que ils sont éminemment politiques. Les Anglais sont de très, très grands politiques. Et je veux dire qu'ils le sont jusqu'à nos jours. C'est-à-dire que rien n'est gratuit chez eux, non pas parce qu'ils sont intéressés, mais parce qu'ils savent effectivement gérer la politique en permanence comme une image. Ils sont très conscients effectivement du poids du symbolique. Élisabeth, moi c'est ce que je dis souvent aux personnes qui m'interrogent à son sujet. Vous savez que on en a fait l'icône d'une reine vierge. Bon. Toute la question étant de savoir quelle est la fonction de cette virginité. Alors, évidemment, est-ce qu'il s'agit de virginité physique, c'est-à-dire, est-ce qu'elle est sans homme? Alors, en apparence, oui, elle est sans homme, mais il y a beaucoup de chevaliers servants. Elle est sans homme, mais elle a beaucoup de chevaliers servants. Bon, enfin, je n'épiloguerai pas. Bon, donc il y a ça. Mais c'est surtout cette idée que Élisabeth se retrouve, épouse de son royaume, et que comme elle est l'épouse de son royaume, eh bien, elle ne peut pas avoir d'autres époux. Et donc, et puis en même temps, c'est très utile pour elle de jouer en permanence de cette ambivalence, parce qu'elle reste, si vous voulez, une reine éminemment désirée et désirable sur le plan diplomatique. Et donc, il va y avoir des prétendants à la main d'Élisabeth pendant, 50 ou 60 ans. C'est absolument ahurissant, le nombre de prétendeurs, et tous vont être éconduits. Mais voilà, donc c'est un argument diplomatique extraordinaire, reine à marier, vous voyez. Et donc ça, c'est très très habile. Alors c'est habile aussi à un deuxième niveau qui est le niveau symbolique, parce que cette reine vierge, elle est vierge comme la Vierge est vierge. La Vierge Marie est vierge. Et donc, si vous voulez, ce qui disparaît à ce moment-là du répertoire du religieux, puisqu'on n'insiste plus tellement sur Marie dans une société protestante, elle ne disparaît pas totalement, mais elle n'a pas évidemment le même rôle de Vierge Marie que dans le catholicisme, eh bien, on le retrouve sur le mode politique. Donc là aussi, c'est extrêmement habile. Et la reine Élisabeth est la dernière reine Tudor? Elle est la dernière reine Tudor, oui. Et alors, comment s'éteint cette dynastie? Alors oui, ça, vous savez, il y a quelque chose dans le droit anglais de l'époque qui est très très fort et qui pour nous est assez mystérieux. Je l'explique à chaque fois que je fais une conférence, c'est que vous n'avez pas le droit. C'est très freudien. Je ne sais pas si vous vous intéressez à la psychanalyse. J'ai quelques notions, mais nos auditeurs aussi, je pense. Mais il y a quelque chose chez Freud, vous savez, qui est très intéressant, c'est le phénomène de dénégation. Bon, et donc on a en fait ce phénomène à l'œuvre. Si vous imaginez la mort du souverain, d'une certaine façon, c'est que vous la souhaitez. Et donc on n'a pas le droit. C'est dit littéralement, on n'a pas le droit d'imaginer la mort du roi ou la mort de la reine. Vous imaginez? On n'a pas le droit d'imaginer la mort du roi ou la mort de la reine. Bon.
Et donc, les parlementaires, parce que ce sont les parlementaires qui se saisissent de la question, ils pensent, dès l'arrivée au pouvoir d'Élisabeth Ier, dès le début des années 1560, ils pensent, enfin, cette femme, si elle ne se marie pas, est-ce qu'elle va avoir, il n'y aura pas de successeur. Que faire? Il faut la marier. Donc Élisabeth est dans une espèce de rôle de fille à marier. Et donc, le problème, c'est qu'on va le lui dire, gentiment. Mais on n'a pas le droit de lui dire qu'est-ce qui va se passer quand vous ne serez plus là. Parce que ça, on n'a pas le droit de l'imaginer, qu'elle puisse ne plus être là. Donc on a besoin de toutes sortes de circonlocutions un peu embarrassées pour dire, Majesté, Mariez-vous. Mariez-vous, nous sommes préoccupés par la suite. Mais on ne peut pas lui dire quand vous ne serez plus là. Que fera-t-on quand vous ne serez plus là? Mais c'est ce qu'on pense. Et donc on voit en permanence le Parlement se tourner vers la reine et lui dire, écoutez, Majesté, voilà, que faites-vous? Et vous savez, elle fait des réponses extraordinaires. Vierge je suis, et vierge j'entends rester. Et donc il y a comme ça des déclarations très intéressantes de la part d'Élisabeth. Et c'est vrai que cette virginité est vraiment une virginité de type politique qu'elle a assumée jusqu'au bout. Et alors, qu'est-ce qui va se passer après sa mort? Alors, qu'est-ce qui va se passer? Alors, à ce moment-là, ben oui, le suspense existe quand même. Alors, on va essayer de ne pas poser la question, puisqu'on n'a pas le droit de la poser, mais on va en permanence la susurrer, et on va en permanence expliquer à Élisabeth que, oui, on sait très bien qu'un jour ou l'autre, la question se posera. Et alors, à ce moment-là, il y a une autre situation qui rend comment dire, la question encore plus épineuse, c'est que cette pauvre reine Élisabeth, vous savez qu'elle a une concurrence très sérieuse en Grande-Bretagne même, qui est la reine d'Écosse, qui est Marie Stuart. Alors, il est d'usage de verser quelques larmes contrites sur Marie Stuart. Alors, versons quelques larmes sur Marie Stuart. Marie Stuart, elle est jolie, elle est intelligente, mais peut-être moins qu'Élisabeth, mais elle n'est pas non plus dénuée d'intelligence. Et elle est la reine d'Écosse, et elle a été la reine de France. Elle est toujours, d'une certaine façon, dans un coin de son cœur, la reine de France. Et donc, ce que redoute par-dessus tout Élisabeth Ier, c'est que Marie Stuart, qui est catholique, ne lui souffle la place. Et donc il y a un antagonisme très très fort entre ces deux femmes, Marie Stuart et Élisabeth Ier, qu'on montre dans tous les films. Alors généralement au cinéma, on les fait se rencontrer. Alors si vous voulez, elles ne se sont jamais rencontrées parce que c'est beau d'imaginer la rencontre des deux reines. En fait, elle n'a jamais eu lieu. Mais effectivement, la reine Marie Stuart est là, et donc Élisabeth instruit son procès de façon parfaitement machiavélique. On arrive à trouver contre elle, à inventer la culpabilité de Marie Stuart, et donc on la condamne à mort. Et à ce moment-là, Élisabeth, qui va être d'une rouerie quand même, je dirais pas rouerie féminine parce que je vais me faire traiter de tous les noms, on n'a plus le droit de dire ces choses-là maintenant, ce serait politiquement incorrect, mais il y a beaucoup de rouerie chez elle, effectivement. Ne disons pas, j'enlève féminine. Et donc il y a beaucoup de rouerie chez Élisabeth Ier, et donc elle va à la fois donner l'ordre d'exécution de Marie Stuart, donc Marie Stuart est condamnée à mort par une cour spéciale, et à ce moment-là, Élisabeth va faire, comment dire, là aussi le bon docteur Zygmunt peut nous apprendre beaucoup de choses, elle va à la fois donner l'ordre d'exécuter, tuez-la, et le contre-ordre, ne la tuez pas. Et donc, si vous voulez, Élisabeth arrive parfois à la fois à avoir raison de sa rivale en la faisant condamner à mort, et en même temps à dire « Ah non, je n'ai pas voulu ça ». Et à ce moment-là, donc la reine d'Écosse est effectivement condamnée, exécutée. On lui coupe la tête. Et la reine Élisabeth écrit au fils de la reine d'Écosse, qui est lui-même devenu roi d'Écosse du fait de la disparition de sa mère, qui est donc Jacques VI d'Écosse. Elle lui écrit combien elle est désolée de la condamnation à mort de sa mère. Et si vous voulez, ça a son importance parce que le successeur d'Élisabeth, ce sera le fils de Marie Stuart. Donc c'est quand même quelque chose de fou. Et donc il fallait qu'Élisabeth, en apparence, se réconcilie avec lui, puisqu'il allait hériter du trône. Et
elle préférait que ce soit donc le fils de Mary Stuart, Bien sûr. d'apparence, plutôt que Mary Stuart. Mary Stuart était morte. Et donc, il ne restait plus que lui. Et alors, là aussi, elle n'a jamais dit formellement que c'était à lui de lui succéder. Mais elle avait des conseillers qui avaient compris. Elle avait téléphoné le message, entre guillemets, à ses conseillers. Il était évident que quand elle disparaît, on se tourne vers Henri, vers Jacques, roi d'Écosse. Mais c'est une autre histoire qu'on n'abordera pas aujourd'hui. Merci beaucoup Bernard Cotterêts. Merci à vous. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre écoute et votre fidélité. Je rappelle donc le titre de l'ouvrage donc écrit par notre invité, Les Tudors, tout simplement, donc paru aux éditions Perrin. Je vous dis bien entendu à très bientôt pour une nouvelle émission de nos grands entretiens.